Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Dans ce numéro 20 de la série Entendu à Budapest, je me propose de faire le point sur les opinions exprimées par les experts hongrois magyarophones, en général, en tout cas un certain nombre de ces experts, sur le cas Prigojine, c'est-à-dire en réalité dans l'état actuel de nos connaissances, sur la chute du jet privé appartenant au groupe Wagner et qui, semble-t-il, avait à son bord l'état-major, le plus clair de l'état-major de la compagnie militaire privée Wagner, incluant notamment euh, Evgeny Prigojine, son bras droit côté militaire Dimitri Ouskine et aussi le, la tête économique de Wagner, hein, pour ainsi dire le comptable de Prigojine. Cette catastrophe aérienne, nommons-la ainsi pour l'instant pour ménager l'ambiguïté, hein, l'hypothèse de l'accident n'est pas encore techniquement exclue, même si elle semble à tout le monde extrêmement peu probable. Donc cette catastrophe aérienne s'est produite il y a maintenant 5 jours. Donc au contraire de la vidéo de mise au point que j'avais enregistrée le lendemain de l'événement, maintenant il ne s'agit plus d'une réaction à chaud. Les principaux, les plus en vue des experts hongrois du moment ont eu entre-temps l'occasion d'être interviewés. Donc des interviews ont été mises en ligne sur un certain nombre, enfin, euh, à vrai dire deux euh, canaux Telegram. Alors certes, au moment de mon intervention précédente, de la mise au point, que je replacerai ici en description, j'avais déjà pris connaissance d'un certain nombre d'opinions, concrètement de propos tenus par Gabor Stier, je les ai d'ailleurs relayés, traduits, relayés sur ma chaîne Telegram, par Robert Castel et par Konstantin Hidekuti, parce qu'il se trouve que ces trois experts se trouvaient justement participer, prenaient la parole lors d'une conférence publique, mais qui était enregistrée, au moment des faits, c'est-à-dire que la nouvelle de la chute du jet a dû leur parvenir peu avant le début de la conférence ou même pendant, et ils ont donc été appelés à s'exprimer. C'est la raison pour laquelle je disposais déjà, au moment de mes premiers commentaires, de l'opinion, ou du moins de l'opinion à chaud, de Gabor Stier. Entre-temps, évidemment, tout le monde a eu le temps de faire son tour d'horizon, de se faire une opinion, et des nombreux experts qui ont entre-temps été consultés, qui se sont entre-temps exprimés sur cette question, j'ai décidé d'en retenir trois, bon, en réalité quatre, parce que, comme souvent, Konstantin Hidekuti intervient, si j'ose dire, en complément de Gabor Stier, dont il est l'un des lieutenants, hein, dans le cadre du groupe de réflexion de la structure Moskvater, place de Moscou. Bien. Donc ça, c'est un podcast, Stier et Hidekuti. Un autre a donné la parole à l'historien militaire et membre de l'atelier géopolitique du MCC, déjà souvent relayé dans cette série, Balint Shomkuti. Et un troisième podcast, je crois d'ailleurs le plus récent dans la série, c'est à vérifier, a tendu le micro donc au vétéran, hein, au doyen, pardon, de cette équipe, entre guillemets, d'experts, c'est-à-dire à György Nogradi. Je vais donc traiter ces trois podcasts comme si chacun contenait l'opinion d'un expert. Hein, je vais me concentrer sur Stier, dans le cas du podcast associant Gabor Stier à Konstantin Hidekuti, parce qu'en l'occurrence, on ne peut pas dire que Hidekuti présentait une vision différente des choses, il apportait simplement un certain nombre de compléments techniques, hein, de considérations techniques. Lui, c'est un homme du métier, hein, c'est un soldat et un spécialiste des armements. Bon. Donc, j'en parlerai ici comme s'il s'agissait de confronter l'opinion essentiellement de trois experts, hein, Stier, Shomkuti et Nogradi.
De ces trois experts, c'est de toute évidence György Nogrady qui présente la perspective, je dirais, la plus conservatrice, la moins surprenante, non, dans un cadre pas simplement hongrois, mais occidental, hein, c'est-à-dire finalement la vision des choses la plus compatible avec ce qu'on a généralement pu entendre et lire, par exemple en France. Il faut dire que Nogrady, et c'est aussi en partie une question générationnelle, et de tous ces experts, celui, disons, qui a eu, au cours de sa vie active, aujourd'hui il est émérite, la collaboration la plus poussée avec les structures euro-atlantiques. C'est celui qui, tout simplement, a le plus mouillé dans l'OTAN, hein, et reste fondamentalement, je dirais, un expert de l'OTAN, un expert hongrois de l'OTAN. Et par ailleurs, c'est aussi celui, alors même que c'est pas une question de d'accès à l'information, hein, il me semble qu'il lit couramment le russe, qu'il a accès aux sources, mais simplement, et c'est aussi une question générationnelle, je pense que c'est celui de ces experts dans la vision du monde duquel on va trouver cette dichotomie entre dictature à l'ouest et autoritarisme, tyrannie asiatique à l'est, sous sa forme, disons, la plus caricaturale. Donc, souvent, dans la manière, d'ailleurs pas particulièrement hostile, hein, Dioghnogrady est un réaliste au sens le plus cynique du terme. Voilà, ce qui existe en Chine, ce qui existe en Russie, etc. Bon, bah, c'est ce qui existe là-bas, c'est comme ça chez eux. Ce qui existe à l'Ouest, et pour lui, l'Ouest, ça inclut cette Europe centrale ou centre-orientale qui a été euh, annexée à l'OTAN dans le courant des années 2000. Eh ben c'est pareil, hein, c'est comme ça. Il faut juste constater la réalité de différences, de traditions politiques. Et est-ce que c'est forcément mieux en démocratie? Ben, ça c'est pas. Il considère que c'est pas vraiment son rôle à lui de le dire. D'ailleurs, finalement, de ce point de vue-là, j'aurais tendance à lui donner raison. Simplement, bon, il se trouve que la Hongrie, qu'il lui considère servir fidèlement, prioritairement, se trouve à l'ouest, de son point de vue, dans le camp des démocraties et donc dans l'OTAN. Ce qui fait que la position en général de Diosdnogrady est vraiment la plus proche de la position officielle du régime hongrois actuellement en place, c'est-à-dire fondamentalement de fidélité à l'OTAN, mais en essayant d'y faire entendre une voix, disons pour faire court ici, un peu plus pacifiste. Donc la conséquence de cette vision du monde de Diosdnogrady, c'est que d'une certaine manière, pour lui, Euh, la Corée du Nord, la Chine, la Russie, l'Iran, tout ça, c'est un peu la même chose. Ce qui l'amène d'ailleurs à dire, pour se justifier de plus ou moins balayer le sujet d'un revers de la main, hein, on voit très bien en réalité que Nogrady n'a pas envie de s'exprimer sur cette affaire Prigogine. Il y est forcé par les questions du journaliste qui elles-mêmes sont évidemment conditionnées par les tendances de l'actualité. Donc bon, euh, de bon gré mal gré, il sort quelques phrases sur la question, mais on sent bien que ça ne l'intéresse pas trop, que ça l'ennuie même, plutôt, ça perturbe le cours général de ses réflexions. Et il s'en justifie en disant que, écoutez, de toute façon, un, c'était prévisible, deux, ça ne va pas changer le cours des choses. Et moi, je trouve que ces deux affirmations sont toutes deux extrêmement critiquables. La première, pour les raisons que j'ai d'ailleurs reprises à Gabor Stier, et là je renvoie à la traduction de ses propos, traduction partielle, résumée, que j'ai proposée sur mon fil Telegram, je mettrai un lien. Et sa deuxième affirmation, c'est-à-dire que ça ne va pas changer le cours des choses, me semble tout aussi critiquable, mais en même temps explicable du point de vue de Nogrady, parce que comment est-ce que cette chute de jet pourrait influencer le cours des événements mondiaux? Eh bien, par exemple, en contribuant, en accélérant la survenue, disons ça comme ça, d'une crise de régime en Russie. Alors évidemment, pour Nogrady, cette éventualité d'une crise de régime en Russie, elle est a priori exclue, dans la mesure où pour lui, bon, bah, la Russie actuelle ou la Corée du Nord,
ça revient à peu près au même, hein, ce sont des autocraties. Hein, donc, bon, bah, finalement, tant que l'autocrate est en vie, c'est sa volonté qui est faite, hein, sur la terre comme aux cieux. Et là, il y a, à mon avis, une certaine légèreté de la part de Giorno Gradi, parce que, bon, on n'a pas besoin d'être un grand expert, hein, pour savoir que la Russie, bah, encore aujourd'hui, hein, même si les liaisons aériennes sont un peu plus compliquées, faut une escale, bon, dans un pays tiers. Bon, mais enfin, on obtient un visa, on peut la visiter. Les Russes en sortent. J'en croise tous les jours dans la rue, ils prennent leurs vacances là, voilà. Il y a toute une classe moyenne qui considère que bon bah une sortie, hein, des vacances à l'étranger au moins une fois par an, bon bah ça leur est dû, hein, bon. Ça fait partie de leur train de vie. C'est un pays où tout le monde a des smartphones, connectés à Internet, non filtré, hein, pas comme en Chine. Hein. Donc, de toute évidence, non, le maintien du consensus politique, hein, la stabilité du régime ne peut pas s'y appuyer sur les mêmes méthodes, disons, que dans l'URSS de Joseph Staline, années 40, ou dans la Corée du Nord actuelle. Ça ne marche pas comme ça. D'autre part, et là, la légèreté, disons, de Diosnogradi me semble encore plus critiquable parce que lui, justement, prend au sérieux, ou affecte, en tout cas dans ses interventions publiques, de prendre au sérieux hein, cet affrontement géopolitique qu'on nous vend depuis un an et demi, alors même qu'il est probablement le meilleur spécialiste hongrois de Henry Kissinger. Hein, donc, bon, je renvoie à ma série de vidéos sur Poutine et Kissinger sur la chaîne du Courrier des Stratèges. Je mettrai un lien. Enfin, si quelqu'un parmi les Hongrois, parmi les magnérophones, si quelqu'un devait comprendre à quel point les enjeux politiques, en l'occurrence, sont un peu truqués, ça devrait théoriquement être Dieu Gradi. Bon, il ne comprend pas ou il fait semblant de ne pas comprendre. Bon, ça, c'est une autre question. Mais justement, du point de vue de ces enjeux géopolitiques, il devrait être très bien placé, sinon le mieux placé, pour comprendre que la disparition de non seulement Yevgeny Prigogine, mais de tout l'état-major, hein, des personnalités les plus importantes, les plus déterminantes du groupe Wagner, eh bien, remet quand même potentiellement en cause l'équilibre des forces, notamment dans le Sahel, dans le nord de l'Afrique noire, et que dans la mesure où on considère que cette mise en péril de la France-Afrique a pu constituer l'un des fronts de la guerre en cours et l'un des leviers qu'a pu essayer d'actionner le Kremlin pour amener l'Occident, disons ça comme ça, à des positions plus raisonnables, à ce moment-là, il faudrait tout de même reconnaître, au moins potentiellement, la possibilité de conséquences géopolitiques finalement d'une certaine ampleur à cette catastrophe aérienne, entre guillemets. Donc voilà pour Nogradi qui, disons, en l'occurrence, botte en touche et me semble du coup moins intéressant à suivre que à d'autres occasions. En tout cas, en l'occurrence, moins intéressant que les deux autres. Les deux autres, ce sont donc d'une part Stier qui, dans le podcast ici commenté, en réalité ne dit pas grand-chose de vraiment nouveau par rapport aux propos qu'il avait eu à chaud et que j'avais déjà relayé sur ma chaîne Telegram, donc je renvoie simplement à ce résumé que j'en donne sur ma chaîne Telegram, je ne vais pas tout reprendre ici. Et simplement à titre de méta-commentaire, je fais remarquer, une fois de plus, je l'avais déjà fait remarquer par écrit sur Telegram, que cette position de la part de Stier, en fait, était prévisible. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit fausse. Moi, je pense au contraire qu'il a raison, mais en même temps, c'était assez prévisible puisque, d'une part, d'un point de vue cognitif, c'est tout simplement l'un des trois experts commentés aujourd'hui. C'est de toute évidence celui qui a la meilleure compréhension à la fois linguistique et puis par son expérience de vie, hein, qui a tout simplement passé le plus de temps hein, au cours de sa vie sur le sol de l'ex-Union soviétique et parmi les Slaves orientaux, pour simplifier. Donc, de ces trois experts, c'est probablement celui qui sent le mieux, hein, qui a le meilleur feeling de la vie politique russe.
Et c'est probablement aussi celui des trois qui a le plus de sympathie personnelle pour Vladimir Poutine, qu'il a un jour rencontré, interviewé lors d'un sommet de Valdai, euh, expérience dont il reprend souvent le récit avec beaucoup d'émotion. Donc visiblement, ça l'a marqué. Voilà, il est un peu tombé sous le charme. Finalement, c'est avec l'information en plus, hein, avec quand même beaucoup moins de naïveté, mais ce serait, je dirais, parmi ces experts hongrois, ce qui ressemble le plus à ce que j'appelle en France un poutinolâtre. Et donc ces deux conditionnements, le conditionnement cognitif et le conditionnement émotionnel, expliquent très facilement que de tous ces experts, c'est celui qui se rend le plus facilement compte du fait que l'attribution à Poutine directement ou indirectement, parce que Nogradi, par exemple, faisait remarquer que bon, bah oui, l'exécution, hein, les bases œuvres ont pu éventuellement on a pu en charger je ne sais quel agent ukrainien, voire étranger, que sais-je. Le haut état-major, très hostile à Prigojine, les hommes de Shoigu ont aussi pu avoir leur main là-dedans, mais rien de tout cela, nous dit Nogradi, n'aurait pu se produire sans que Poutine le sache. Et là, vous voyez, on voit le schéma hein, pour Nogradi. Moscou, c'est Pyongyang. La Russie, c'est la Corée du Nord. Donc, sous ce concept d'autocratie, vous avez en quelque sorte un grand lessivage hein, de modèles sociaux et politiques qui en réalité sont très très différents. Bien, Stier ne tombe évidemment pas dans cette erreur. Lui, donc, se rend bien compte que attribuer directement ou indirectement à Poutine la responsabilité de cette catastrophe aérienne, appelons-la comme ça, du point de vue de la politique intérieure russe, en réalité, pour Poutine et son régime, c'est une très mauvaise affaire. C'est-à-dire que pour supposer, en connaissance de cause, hein, quand on comprend de quoi on parle, que Poutine aurait donné ce genre d'instructions, on est plus ou moins obligé de supposer, alors soit que ce régime se trouve d'ores et déjà, au moins subjectivement, c'est-à-dire au moins qu'il a l'impression de se trouver dans une situation déjà désespérée, soit que ça revient à attribuer à Vladimir Poutine une erreur stratégique grossière. Et cela, je ne peux que le confirmer de mon côté, en citant notamment donc l'un de ces blogueurs turbo-patriotes, hein, donc favorables à une intensification de la guerre, donc reflétant cette partie de l'opinion russe qui se trouve à la droite de Vladimir Poutine, et qui, je citais, si je me souviens bien, par la petite anthologie de réactions proposée par Roloslavski, dont j'ai parlé dans ma mise au point. Et ce blogueur disait tout simplement que vous voyez, hein, au vu de ce qui est arrivé à Prigojine, ça montre bien que la prochaine fois qu'on s'y met, sous-entendu qu'on fait une mutinerie, il faudra aller jusqu'au bout. Et oui, parce que le souverain qui accorde sa clémence, hein, qui pardonne aux mutins, et donc tout se calme, Wagner rend les armes lourdes, une partie rejoint l'armée régulière, les autres partent en Biélorussie, certains en Afrique, etc. Bon, oui, ça marche une fois. Hein. C'est-à-dire que si ça débouche sur un parjure, ce que suppose plus ou moins explicitement tous ceux qui pensent et disent que la catastrophe aérienne relève de la responsabilité de Vladimir Poutine, ça revient à lui attribuer un parjure, en l'occurrence vis-à-vis de Prigojine et des autres mutins qui avaient bénéficié, disons, de son pardon régalien. Bien. Bon, ça c'est un coup que un souverain dans sa carrière peut se permettre de faire une fois, hein, pas deux. Donc voilà pour Stier. Et maintenant, j'en viens enfin à Chomkouti, qui, je dirais, au vu des paramètres, du point de vue des paramètres évoqués jusqu'ici, donc connaissance de l'intérieur de la société russe, mais aussi rapport personnel, c'est-à-dire sympathie
positionnement, disons, sur le spectre des sympathies entre les pro-OTAN, disons les plus radicaux, très peu représentés d'ailleurs dans le spectre gouvernemental hongrois, mais et les pro-Poutine les plus marqués. Bon, du point de vue de tous ces paramètres, Balint Chomkuti occupe une position extrêmement médiane, qui finalement, on pourrait dire, ressemble à la mienne. Hein. Simplement, bon, moi, voilà, je suis pas un expert des milieux gouvernementaux hongrois. Et comme par hasard, ses conclusions d'experts, sa vision des choses, recoupe aussi de très très près celle que j'ai moi-même proposée à chaud, et qu'aucun élément ne m'a amené pour l'instant à essentiellement modifier. Et donc, en simplifiant énormément les propos de Chamkouti, mais on arrive à la conclusion que finalement, il y a sur le fond deux suspects principaux, qui sont d'une part Shoigu et Gerasimov, donc le haut état-major de l'armée régulière russe, que, rappelons-le tout de même, hein, les mutins de Wagner avaient, au moment de la mutinerie, menacé non seulement de destitution, mais aussi de mort. Donc on comprend bien qu'il doit y avoir des sentiments personnels assez forts. Et que l'autre principal suspect, hein, eh bien, ce sont des services étrangers, euh, probablement sous la forme d'un joint venture entre certains éléments des services russes et certains éléments étrangers, mais dans tous les cas, disons, un joint venture au service d'intérêts. Lui parle d'intérêts français. Bon, dans quelle mesure ce sont vraiment les intérêts de l'État et a fortiori de la nation française, on pourrait en discuter très longtemps. C'est pour ça que moi j'ai parlé dans ma mise au point, quand j'ai commenté à chaud, j'ai parlé des intérêts de la France-Afrique. Alors, Chamkouti ne pousse pas le raisonnement aussi loin que moi. Il ne pousse pas jusqu'à construire une série, si vous voulez, incluant Christophe de Margerie, hein, donc mort dans un accident d'avion tout aussi suspect. Au départ de Moscou, je crois même qu'il s'agissait du même aéroport, d'ailleurs, ce serait à vérifier. Bon, en 2014, à un moment où déjà ses inclinaisons vis-à-vis de certains secteurs économiques russes semblaient devoir mettre certains intérêts énergétiques de la France ou de la France-Afrique en péril. Daria Dugina, hein, je ne reprends pas ce que j'ai expliqué dans ma mise au point, le lien sera placé euh, en description, et finalement Yevgeny Prigogine. Donc trois personnages, hein, un aristocrate devenu capitaine d'industrie français, la fille d'un philosophe vaguement excentrique russe, et l'ancien cuisinier devenu chef de guerre. Bon, donc trois personnages qui, un français et deux russes, bon, qui n'ont pas grand-chose en commun a priori, mais voilà, qui sont tous les trois morts pas très loin de Moscou. Deux d'entre eux dans des accidents d'avion, disons, un peu suspects, et à un moment de leur vie, de leur carrière, où, ça il faut le remarquer, ils menaçaient considérablement certains intérêts français, et notamment dans le cas de Daria Dugina et de Yevgeny Prigogine, on peut le dire encore plus clairement, les intérêts de la France-Afrique. Alors, Chomkouti ne pousse pas l'analyse aussi loin, mais il remarque comme moi que, bon, ben voilà les deux principaux suspects, notamment en vertu de la logique du cui prodest, hein, c'est-à-dire à qui profite le crime. Il ne va pas plus loin, moi non plus d'ailleurs, hein, à défaut d'éléments matériels, bon, de toute façon ce serait très difficile hein, de hiérarchiser encore plus avant, hein, c'est-à-dire d'affirmer par exemple que l'un ou l'autre de ces deux suspects principaux serait plus suspect que l'autre. Mais, et c'est aussi pour ça que j'ai jugé intéressant de le relayer ici, Famgouti nous propose en quelque sorte une méthode de follow-up, hein, de suivi des événements qui pourrait nous, éventuellement, c'est pas certain que ça arrive, mais qui pourrait nous aider au cours des semaines et des mois qui viennent
à clarifier notre vision de cette affaire. Donc, en gros, il nous dit à quoi faire attention, hein, qui garder au coin de l'œil au cours des prochains temps, pour essayer d'accumuler de nouveaux indices, hein, de renforcer tel ou tel faisceau de présomption dans l'explication donc de cet événement du 23 août 2023. Il se trouve en effet que la catastrophe aérienne de ce 23 août a coûté la vie, on peut dire, aux principaux protagonistes, hein, euh, aux figures les plus en vue de la mutinerie de fin juin 2023, donc de la mutinerie qui gardera dans l'histoire le nom restera associé au nom de Prigogine. Toutes les principales figures de cette mutinerie, on peut dire qu'elles se trouvaient. Alors, est-ce qu'elles s'y trouvaient vraiment? Les théories, les complotismes vont bon train, hein, bon. En tout cas, se trouvaient sur la liste des passagers, la liste officielle des passagers de ce jet qui s'est écrasé. L'identification des corps est, paraît-il, en cours quelque part dans une morgue à Moscou. Toutes les principales figures sauf une. Il y a en effet un officier russe, une figure majeure de l'armée russe de ces dernières années, ce coup-ci du côté de l'armée régulière, hein, pas d'une société militaire privée, qui avait très probablement eu connaissance de la préparation de la mutinerie, qui s'y est dans une certaine mesure associé, donc il l'a soutenu par des déclarations, et qui lui est encore en vie. Et il s'agit du général Sourovikine, hein, surnommé Armageddon. Donc, le vainqueur de l'État islamique en Syrie, euh, à qui on attribue aussi la conception, la mise en œuvre de ces lignes de défense en profondeur sur lesquelles apparemment, hein, en ce moment, l'armée ukrainienne est en train de casser ses dernières dents. Donc un personnage qui, parce qu'en plus c'est un officier de facture classique, quoi, c'est pas un businessman recyclé ou etc. Donc jouit dans la société russe, chez les patriotes russes, euh, et même, disons, dans le ventre mou hein, des, euh, des partisans modérés du régime Poutine, très probablement d'une popularité qui, surtout depuis la mutinerie, est incomparablement plus élevée que celle de Yevgeny Prigogine. Ce qui amènerait d'ailleurs très probablement, qui amènera, a déjà amené, j'en suis sûr, je ne l'ai pas lu, mais bon, les partisans de la thèse mainstream en Occident, hein, voilà, c'est Poutine qui a fait le coup, fallait s'y attendre, euh, à considérer que, voilà, c'est l'origine de cette différence de traitement, c'est que le Kremlin a considéré que Prigogine était suffisamment grillé dans l'opinion pour qu'on puisse s'en débarrasser comme ça, de manière assez honteuse, hein, du point de vue du procédé, d'autant plus que, et ça, je crois que c'est Chomsky qui oui, oui, c'est Chomsky qui le fait rappeler au passage, qui nous le rappelle au passage. Ce modus operandi a, entre autres inélégances, celle d'avoir impliqué la mort, probablement l'assassinat, hein, si l'accident a été provoqué, de trois membres d'équipage, hein, qui étaient simplement voilà, les pilotes de l'avion, bon, qui n'avaient rien à voir dans tout ça. Donc, du point de vue, encore une fois, de l'opinion publique russe, euh, sachant que probablement un des épisodes de la mutinerie qui a beaucoup contribué à dégrader la popularité de Prigogine, c'est que dans leur marche vers Moscou, à un moment, ils ont fait feu sur des hélicoptères de l'armée régulière, tuant donc des pilotes, des membres d'équipage, etc., donc tuant des soldats de l'armée régulière russe. Hein, donc ils ont tourné leurs armes vers leurs propres camarades, hein, les gens de leur camp, Svai en russe. Bien. Ça n'a pas peu contribué, a priori, à dégrader l'image de Prigogine et l'image de Wagner du point de vue de l'opinion russe. C'est probablement l'épisode qui aurait pu inciter d'ailleurs Vladimir Poutine, s'il en avait eu la volonté et les moyens,
a décidé de se débarrasser de toute cette fine équipe au moment de la mutinerie, hein, soit de manière tout à fait expéditive en les faisant bombarder, soit en les capturant et en les faisant exécuter suite à une procédure expéditive, cour martiale, etc. Oui, ça aurait été possible. Tout comme il aurait été possible, même tout à fait prévisible, ce que rappelait, je crois, Hidek Kuti, à vérifier, que dans 2 ans, vous voyez, au moment où les choses en Ukraine se sont déjà tassées, où l'opinion publique mondiale ne sait plus très bien qui était ce Prigojine, etc. Bon, bah tout d'un coup, voilà, il est en Afrique et il meurt dans un malencontreux accident de safari. Hmm. Donc, ce qui aurait permis d'envoyer aux insiders qui, eux, n'oublient pas aussi vite que l'opinion publique, qui, en fait, généralement, n'oublient rien. C'est bien pour ça qu'ils sont des insiders. Bon, ça aurait permis de leur envoyer le message nécessaire, à savoir, ne jouez pas ce genre de choses avec le boss, les traîtres, on n'oublie jamais la trahison, etc. Bon, mais justement, sans provoquer cet effet, je dirais quand même assez désastreux du point de vue de l'image du régime de Vladimir Poutine dans l'opinion publique russe, qui est de toute évidence celui, alors on peut pas le mesurer parce que les conditions, disons, de la liberté d'expression, notamment sur toutes ces questions de la conduite de la guerre, etc., dans la Russie de ces derniers mois, bon, est assez limitée, hein. Donc bon, les gens hésitent à s'exprimer sur ces questions, mais dans les réactions, par exemple, d'un Stier, on peut clairement lire la crainte disons, de dommages, ce qu'on appelle des dommages d'image assez considérables suite à cette catastrophe aérienne et dans la mesure où au moins une partie de l'opinion russe alignée en cela sur le mainstream occidental considère elle aussi que entre guillemets c'est Poutine qui a fait le coup ou que du moins ça n'a pas pu se produire sans un aval de Vladimir Poutine, ce qui est à mon avis faux, mais ça n'empêche pas la plupart des Occidentaux, je pense, au moment où je parle, et quand même une partie des Russes, de le penser. Et donc, pour revenir à Balin Chomkuti, il nous fait remarquer que l'homme à suivre, hein, la personnalité à garder au, au coin de l'œil au cours des prochains temps, ce sera justement Sourovikine. Sourovikine a pour l'instant été démis de ses fonctions, il serait même, selon certaines sources, en arrêt domiciliaire, ce qui d'ailleurs n'a probablement pas peu contribué à l'impression qu'ont pu avoir beaucoup de Russes qui avaient une sorte de coup de filet, ou plutôt de coup de massue, hein, de crackdown, sur l'ensemble des turbopatriotes, hein, quel que soit leur dissension interne, etc. Strelkov, qui est actuellement en prison depuis plus d'un mois, je crois maintenant, n'aimait pas du tout Prigojine. Euh, j'ai d'ailleurs traduit sur mon fil Telegram le contenu ou du moins un extrait du petit mot que par son avocat, depuis sa cellule Strelkov, a pu euh, exfiltrer vers Internet pour commenter l'épisode de la catastrophe aérienne. Donc, Sourovikine en arrêt domiciliaire, Strelkov en prison, Prigojine et le reste de l'état-major de Wagner, a priori déchiquetés et maintenant rassemblés dans une morgue quelque part en cours d'identification. Tout ça a facilement pu suggérer à une partie de l'opinion russe, notamment aux turbopatriotes, l'idée que ils étaient la cible, qu'ils étaient l'objet en ce moment d'une campagne très violente d'intimidation de la part du Kremlin. Il se peut d'ailleurs qu'ils aient raison, indépendamment de savoir qui a provoqué, s'il a été provoqué, l'accident, bon, la chute du jet de Prigojine. Le contexte qui aiderait à expliquer qu'ils aient raison, c'est celui dans lequel on s'approcherait de, entre guillemets, négociations de paix, ou du moins d'un pourrissement de facto consensuel. C'est-à-dire la grande question, c'est de savoir si les négociations seront publiques ou pas. Bon. Ce qui est évidemment aussi lié à la question du sort du régime Zelensky. Dans la mesure où ce régime jusqu'au boutiste va être maintenu au pouvoir à Kiev,
les négociations qui auront lieu, qui ont probablement même déjà lieu, resteront probablement secrètes. Tout ce qu'on verra, ce seront les conséquences, hein, c'est-à-dire, bon bah, concrètement, le pourrissement du conflit. Bien. Si cela se produit rétrospectivement cet automne, cet hiver, on pourra dire que, ah oui, il n'est effectivement pas impossible qu'il ait existé à l'été 2023 une volonté du Kremlin de faire comprendre aux turbopatriotes, donc aux gens que le régime soupçonne évidemment de réactions tout à fait révoltées le jour où ils se rendront compte que, après tous les sacrifices consentis, ah ben non, tout compte fait, on va pas aller jusqu'au bout, on va pas aller jusqu'à Kiev, on va pas aller jusqu'à Odessa, etc. Bien. Donc, bon, bah, mieux vaut prévenir que guérir, hein, d'inspirer donc une saine frousse à tous ces excités, en préparation, on va dire, d'une désescalation, hein, pour employer un néologisme à la mode, du conflit. Mais pour revenir à la question des commanditaires éventuels d'un éventuel attentat contre Prigojine, Chomkouti fait remarquer que euh, si, par exemple, au terme d'une enquête, parce qu'il n'est pas du tout certain que Vladimir Poutine, au moment où je parle, en sache beaucoup plus que moi, hein, sur les causes et les responsabilités. Il a officiellement annoncé qu'une enquête allait être lancée sur cette catastrophe aérienne. Euh, c'est évidemment une annonce qui aurait probablement aussi eu lieu dans le cas de figure où le Kremlin saurait d'ores et déjà parfaitement ce qu'il en est. D'accord, ça relève de la communication prévisible dans ce cas-là, d'un régime qui ne peut pas assumer ce genre d'acte. Euh, à mon avis, c'est pas du cinéma. À mon avis, il y a vraiment une enquête en cours, et cette enquête pourrait entre autres éventualités, révéler à Vladimir Poutine que bah, le coup est venu du haut état-major. Bien. À ce moment-là, Balin Chomkouti fait remarquer que une manière, disons, intelligente, prudente, non émotionnelle, mais en même temps efficace pour Vladimir Poutine de réagir à ce genre de nouvelles, s'il recevait ce genre de nouvelles, eh bien, ce serait justement de remettre en selle Sourovikine, hein. Donc, non pas de faire disparaître à leur tour Shoigu, Gerasimov, il y a encore des accidents d'avion, avec encore des victimes innocentes éventuellement, bon, euh, qui ne ferait d'ailleurs du point de vue de l'image du régime qu'aggraver la situation, puisque ça constituerait un quasi-aveu, hein, du manque de contrôle de la situation qui était celui du Kremlin au moment de l'action supposée, hein, en supposant que ce soit eux, de Shoigu et de Gerasimov, hein. Quand on punit des gens qui n'étaient pas censés être des mutins, rétrospectivement, les gens vont se dire, ah ben, tout compte fait, si c'était des mutins, ouais, donc, il y a les mutineries qu'on voit, les mutineries qu'on voit pas, etc. Bon, voilà, donc le Kremlin, a priori, dans ce cas-là, ne va pas aggraver son cas en punissant immédiatement et brutalement l'équipe Shoigu-Gerasimov, mais pourrait bien leur faire comprendre euh, que c'est forcé de leur faire comprendre que bon, il y a des limites. On a bien vu à quoi vous jouez. Ça fait pas partie des règles du jeu, etc. Par exemple, en remettant en selle Surovikin, hein. C'est-à-dire que si au cours des prochaines semaines on devait voir Sourovikine revenir aux affaires, entre guillemets, c'est-à-dire se voir de nouveau confier de très hautes responsabilités au sein de l'armée russe en général et notamment du corps expéditionnaire de l'opération militaire spéciale, c'est-à-dire de la partie de l'armée russe qui se bat en Ukraine. À ce moment-là, on pourrait assez facilement et peut-être justement en tirer certaines conclusions rétrospectives concernant les responsabilités, le déroulé exact de cette chute d'avion. Alors, il y a quand même encore un troisième suspect que moi je, je classerais quand même après, hein, donc non seulement dans l'ordre de citation, mais dans l'ordre d'importance et de probabilité. Après ces deux premiers, hein, mais que mentionne aussi bien Chomkouti
que Steyr et peut-être même Nogradi, d'ailleurs je me souviens pas, et ce sont au sein de l'appareil du pouvoir russe, hein, parmi les Siloviki, ce sont d'éventuels rivaux de Prigojine, euh, par exemple dans les personnalités gravitant autour du FSB, qui auraient décidé, bon, maintenant qu'il était tombé en disgrâce, de faire main basse sur les activités, donc les responsabilités militaires, mais aussi et surtout les sources de revenus, hein, les mines, bon, de Wagner en Afrique, en Amérique centrale, bon. Et qui, pour faciliter cette, disons, OPA hostile, extrêmement hostile en l'occurrence, aurait décidé de se débarrasser de Prigojine et des hommes qui lui sont fidèles. Alors là aussi, là c'est moi qui voudrais suggérer une méthode de suivi, hein, qui permettra au cours des prochaines semaines, des prochains mois, rétrospectivement de peut-être de se faire une opinion. Je pense que ce qu'il faudra regarder, c'est ce que devient alors Wagner. Le nom va probablement disparaître, hein. Rappelons que c'était à l'origine le surnom de Ouskin, hein, donc le bras droit, le véritable chef militaire de l'organisation, bien qui, semblerait-il, serait mort il y a 5 jours dans la même catastrophe aérienne que son patron Prigojine. Donc, au cours des prochains temps, on ne parlera probablement plus tellement de Wagner, peut-être juste en Biélorussie, enfin à vérifier. Mais en Afrique notamment au Sahel, la grande question c'est est-ce qu'on va voir émerger des remplaçants, c'est-à-dire est-ce que ces structures de Wagner vont être reprises par un nouveau commandement qui jugera bon ou pas de se faire de la publicité, hein, de se faire connaître internationalement, peut-être sous un nouveau nom, un nouveau branding. Bon, ça, on le verra, c'est relativement secondaire. En effet, si Prigojine et son état-major ont été éliminés par, appelons ça des rivaux d'affaires, à supposer que ces rivaux, ce qui n'est évidemment pas garanti, mais à supposer qu'ils aient bien fait leurs calculs, à ce moment-là, il devrait y avoir une reprise possible. Et donc, la catastrophe aérienne du 23 août, dans ce cas-là, ne devrait pas, là on rejoint les présuppositions de Diolnogradi, ne devrait pas trop affecter la suite des événements concernant, par exemple, la progression, disons, de la Russe-Afrique contre et aux dépens de la France-Afrique dans le Sahel. Bien. Euh, toutes ces évolutions, de telles évolutions, hein, qui restent éventuelles au moment où je parle, tendraient évidemment eh bien, à infirmer les deux autres hypothèses, hein, donc à disculper les deux autres suspects, hein, donc d'une part et notamment la France-Afrique, parce que bon, il s'avérerait à ce moment-là que finalement, si tout le monde a bien fait ses calculs, la France-Afrique n'avait pas tant que ça à y gagner, gagné à l'élimination de Prigojine et de son état-major, et donc évidemment aussi Shoigu et Gerasimov, à moins qu'on leur suppose, ce qui là aussi est en réalité tout à fait imaginable dans le chaos organisationnel de l'appareil du régime poutinien, qu'on leur suppose en fait un joint venture discret, hein, donc entre sur le principe de les ennemis de mes ennemis sont mes amis, voilà, entre le haut état-major de l'armée régulière russe et donc ces éventuels candidats à la reprise des activités de Wagner, au moins en dehors de l'ex-Union soviétique. Donc voilà, quand bien même on reste pour l'instant, donc 5 jours après les événements, considérablement dans le flou, je pense que la prise en compte de ces opinions d'experts hongrois nous aura du moins aidé à nous faire une idée de ce à quoi il faudra être attentif au cours des prochains temps pour pouvoir éventuellement préciser au moins à titre rétrospectif, notre interprétation de l'événement en question. En attendant, circulez, il n'y a rien à voir.